Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, aujourd'hui on va là-dedans. Ça ressemble fort à un bâtiment réacteur, c'est-à-dire l'enveloppe en béton autour des réacteurs de centrales nucléaires. Sauf qu'un œil averti remarquera qu'il y a quelque chose qui cloche. Il est pas un peu petit, et il manque pas un peu des choses autour, comme par exemple la salle des machines où on produit l'électricité, ou encore le parc électrique sur lequel est raccordée la centrale? C'est parce que nous sommes devant une maquette à l'échelle 1/3. Avec 22,3 mètres de haut, 19,8 mètres de diamètre et 5000 tonnes, ça fait déjà de la bonne maquette. Mais vous allez voir qu'il faut ce qu'il faut. On lui a même donné un petit nom, Vercor, pour vérification réaliste du confinement des réacteurs, construite ici au centre R&D d'EDF Lab, les Renardières. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que j'ai déjà fait une vidéo ici, sur les essais électriques. Lien dans la description, tout ça. Et pour une maquette niveau réalisme, vous allez voir, on est allé assez loin, car on l'a construit exactement comme un vrai bâtiment réacteur, avec les mêmes techniques, les mêmes matériaux et les mêmes conditions à l'intérieur. Une centrale nucléaire, ou comme on le dit ici à EDF, un centre nucléaire de production d'électricité, fonctionne en France avec des REP, pour réacteurs à eau pressurisés. Le combustible nucléaire est enfermé dans des crayons, qui sont eux-mêmes enfermés dans une cuve d'une certaine épaisseur. La réaction nucléaire contrôlée dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Le but de cette centrale est donc de transformer cette chaleur en énergie exploitable, c'est-à-dire de l'électricité. La cuve est donc connectée par des gros tuyaux à un circuit primaire d'eau sous pression. Ce circuit est totalement isolé de l'extérieur et transmet son énergie à un circuit secondaire par l'intermédiaire de générateurs de vapeur. C'est les gros cylindres ici. Et excusez-moi pour la modélisation 3D que j'ai faite, elle est approximative et donc je n'ai pas fait les tuyaux du circuit secondaire. Voici un schéma un peu plus précis et on voit ici les tuyaux du circuit secondaire qui sortent du bâtiment réacteur. La vapeur du circuit secondaire est détendue dans des turbines pour entraîner un alternateur qui produit de l'électricité. Je crois qu'il est difficile de faire plus court pour expliquer le cycle d'une centrale nucléaire. On comprend alors le nom de la technologie utilisée en France, les REP pour réacteurs à eau pressurisés, car l'eau du circuit primaire est mise sous pression pour rester à l'état liquide malgré sa température élevée. Ce qui nous intéresse ici, c'est la sûreté, en particulier la capacité d'une centrale à confiner les éléments radioactifs. Et pour ça, il y a 3 barrières de confinement. La première, c'est les gaines qui enveloppent les crayons de combustible dans la cuve. S'il y a rupture d'une ou plusieurs gaines, c'est au tour du circuit primaire de confiner la matière radioactive tout en continuant le refroidissement. Si le primaire vient à céder, c'est au tour de l'enceinte de confinement de confiner. Actuellement en France, on utilise 3 générations de réacteurs qui sont toutes des réacteurs à eau pressurisés. Les REP 900 MW, les REP 1300 MW et les N4. Les EPR, quant à eux, seront la future génération à prendre progressivement le relais. Vercor est une maquette de l'enceinte de confinement d'un réacteur de 1300 MW. Les 1300 MW correspondent à la puissance électrique nette des réacteurs, c'est-à-dire c'est ce qu'on envoie sur le réseau électrique. Mais la centrale a un rendement entre la chaleur qui est produite dans la cuve et ce qui sort au niveau de l'électricité. Rendement qui est d'environ 30%, ce qui veut dire que pour 1300 MW d'électricité, on a environ 3800 MW de puissance thermique dans le circuit primaire. C'est-à-dire un bon gros volume d'eau entre 293 et 329 degrés sous une pression de 155 bars environ. C'est pas pour rien que la cuve fait 25 cm d'épaisseur. Dans le cas très improbable de rupture du circuit primaire, très improbable car il y a tout un tas de systèmes de sécurité pour éviter ce scénario, le volume d'eau à plus de 300 degrés se transforme immédiatement en vapeur, et vu qu'il y a beaucoup d'eau et que le volume de l'enceinte est limité, la pression à l'intérieur du bâtiment monte à environ 5 bars, dans le pire des cas bien sûr. L'enceinte de confinement est capable de tenir cette pression pendant plusieurs semaines, alors que des systèmes de refroidissement se mettent immédiatement en route pour faire redescendre le plus vite possible la pression à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a conçu les bâtiments réacteurs avec un ou plusieurs murs bien épais, pour être capable de tenir la pression interne en cas d'accident, tout en protégeant le réacteur des agressions externes, comme un séisme par exemple. Alors à ce niveau de la vidéo, on pourrait se dire que c'est simple. On calcule la force qu'exerce la pression, puis on construit un bâtiment en béton bien épais avec une bonne marge de sécurité, et puis voilà, basta. Je veux dire, le béton, c'est du solide, et puis bon, ça reste du béton, quoi. Je veux dire, on en voit de partout, alors pourquoi en faire une vidéo? Ah, vous savez, c'est pour ça que j'aime la technique. Parce qu'un truc en apparence aussi simple qu'un cylindre en béton cache en réalité des décennies d'études, d'expériences et de tests. La première chose qu'on remarque quand on rentre dans la maquette, c'est le bruit. Ça, c'est pour simuler les conditions réelles à l'intérieur d'un vrai réacteur. Pas le bruit, mais je parle de la ventilation, c'est ça qui fait le bruit. Pour garder la bonne température et la bonne humidité. Mais on remarque surtout la double paroi du bâtiment. Les REP 1300 MW, comme les paliers N4 et les premiers EPR, ont des enceintes à double paroi. La première enceinte est capable de résister à la pression intérieure en cas d'accident. On va y revenir. La seconde est une paroi en béton armé. En cas d'accident, les gaz qui arrivent à passer la première enceinte sont aspirés et filtrés dans l'espace inter-enceinte qui est en dépression par rapport à l'extérieur.
Mais ce n'est pas la seule technique utilisée dans tout le parc nucléaire en France. Les REP 900 MW, qui sont les plus anciens réacteurs en service, n'utilisent qu'une seule enceinte. En revanche, l'intérieur du bâtiment est recouvert d'un liner métallique qui améliore l'étanchéité. L'EPR de Flamanville combine les deux technologies, la double paroi et le liner métallique. Mais concentrons-nous sur le gros morceau, la partie qui assure l'essentiel du confinement, la première paroi. Le béton, c'est du solide. La preuve, il y a des chances pour que vous regardiez cette vidéo en étant tenu à plusieurs dizaines de mètres en l'air par du béton et un petit peu de ferraille. Dit comme ça, je me sens pas bien tout d'un coup. Mais cette résistance, on en tire profit quand on l'utilise dans le bon sens, c'est-à-dire en compression. Et ça tombe bien, les bâtiments classiques travaillent principalement en compression. C'est peut-être pour ça qu'on utilise du béton pour les fabriquer d'ailleurs. Mais si on fait monter en pression un bâtiment de forme cylindrique en béton, il va se mettre à gonfler, entre guillemets. Et là, on n'est plus en compression, on passe en traction. Si on construisait une enceinte en béton simple, cette dernière se fissurerait sous l'effet de la pression, car le béton passerait en traction. Et les fissures, ça veut dire des fuites. Et ça, c'est pas le bon plan. Bien sûr, on pourrait se débrouiller en apprenant par exemple de l'architecture classique. On pourrait rajouter des contreforts tout autour du bâtiment réacteur avec des arcs boutants. Ça permettrait de compenser l'effort latéral sur la paroi. J'ai proposé cette idée sur Twitter, certains trouvent ça beau, mais bon, il faut quand même avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je tenais un truc là. Dommage. S'il n'y a aucun renfort visible à l'extérieur ou l'intérieur du bâtiment, il faut alors en conclure que l'astuce pour rendre le béton résistant en traction se trouve dans le béton. En effet, quand on fait le tour de la première paroi, on tombe sur ces rangées d'ancrage sur toute la hauteur du bâtiment. Laissez-moi vous présenter le béton précontraint. Ce système consiste à faire passer des gaines dans les ouvrages en béton. Une fois le béton suffisamment sec, on passe un câble dans la gaine comptant aux extrémités, puis on fixe le câble avec des ancrages. On injecte ensuite un coulis dans le tube via l'ouverture ici qui vient remplir le vide entre le tube et le câble, qu'on appelle aussi toron, ce qui améliore la résistance, évite l'oxydation, mais empêche de retendre les câbles. Sur certains réacteurs américains, on injecte de la graisse à la place du coulis, ce qui permet de retendre les torons. Mais cette technique a des inconvénients. La corrosion des câbles peut quand même se développer, et il y a un risque de rupture du câble au moment de le retendre. Donc le compromis qui a été fait sur les réacteurs français, c'est de injecter un coulis à l'intérieur qui va sécher, qui va durcir autour du câble, et qui va complètement l'isoler pour pas qu'il y ait d'oxydation. Alors, ce qui tombe bien, c'est que l'acier résiste très bien à la traction, contrairement au béton. On comprend donc que le béton précontraint tire parti des avantages des deux matériaux. Le câble tendu transforme les efforts de traction en compression sur le béton. Si on tire sur le béton, il reste en compression jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel il repasse en traction. Pas mal comme technique, hein? C'est français. Le béton précontraint a été inventé dans les années 30 par Eugène Freycinet, et depuis il est utilisé dans le monde entier en construction, en particulier dans les ponts. Par exemple, il a construit le pont de Luzancy, premier pont en béton précontraint de France, et 80 ans plus tard, il est toujours là. On est presque au sommet de l'enceinte de confinement en béton précontraint. Ici, on peut voir les câbles horizontaux de précontrainte, les points d'ancrage des câbles horizontaux de précontrainte qui se terminent. Et au-dessus, on peut voir les points d'ancrage des câbles de contrainte qui forment le dôme. Donc ces câbles partent d'un côté, ils partent d'ici, ils font le tour du dôme et ils redescendent ensuite jusqu'en bas de l'enceinte en béton précontraint. Là, je vais mettre un petit schéma pour que vous compreniez un peu mieux comment c'est fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces points d'ancrage sont légèrement inclinés les uns par rapport aux autres, ils sont pas tous avec le même angle, ce qui permet de faire un maillage uniforme sans faire passer tous les câbles par le centre. Sinon, imaginez l'épaisseur de la paroi à cet endroit, il faudrait faire passer tous les câbles les uns par-dessus les autres. Voici ce que ça donne en vrai. La densité du maillage est impressionnante. Sur une enceinte de confinement, on va avoir 3 types de câbles de précontrainte. Les câbles qui encerclent le bâtiment de haut en bas, un petit peu comme le cerclage de tonneaux. On a aussi les câbles qui passent par le dôme pour redescendre le long du cylindre de l'autre côté. Et on a ajouté des câbles verticaux le long du cylindre. Bien entendu, sur cette illustration, j'ai simplifié le maillage, car comme pour le dôme, le maillage du cylindre est extrêmement dense. Tout ce béton et tout cet acier constituent donc la 3e barrière de confinement, qui doit être en parfait état tout au long de l'exploitation d'un réacteur nucléaire. Et c'est le sujet d'étude du laboratoire Vercor, une maquette unique au monde à l'échelle entière pour connaître le comportement du béton dans le futur. Sauf que bon, on a déjà des réacteurs construits, et la maquette est plus récente que les réacteurs. Donc comment une maquette plus récente peut-elle être plus vieille? Il y a comme un paradoxe temporel, vous voyez? Et pourtant la technique est très simple, il suffit de faire vieillir la maquette plus vite que les réacteurs. L'eau joue un rôle primordial dans le vieillissement du béton. Les murs d'une centrale nucléaire sont tellement épais que le béton ne met pas plusieurs jours à sécher, ni plusieurs mois, mais carrément plus que la durée de vie de la centrale. Évidemment, au moment de la première divergence du réacteur, le béton de l'enceinte de confinement a complètement pris. Il est dur, y compris au centre des murs les plus épais. Mais de l'eau reste piégée dans le béton qui va lentement faire un chemin vers la couche extérieure pour s'évaporer
progressivement. Ce phénomène est appelé la dessiccation du béton. L'évaporation est de plus en plus lente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la surface du béton, si bien que la surface sèche vite, mais le centre reste humide des dizaines d'années. L'humidité joue un rôle sur les propriétés mécaniques du béton. En gros, plus le béton sèche, plus il se rétracte. Et bien entendu, cette rétractation joue sur la précontrainte. Mais en plus de la rétractation, le taux d'humidité agit aussi sur la capacité du béton à se déformer sous l'effort, ce qu'on appelle le fluage. Le fluage, c'est la déformation partiellement irréversible d'un matériau. Prenez un ressort. Si j'appuie dessus et que je le relâche immédiatement, il reprend sa position initiale. Mais si j'appuie dessus pendant, disons, une dizaine d'années, parce que j'ai que ça à faire, ou je sais pas, eh ben je m'apercevrai que progressivement, l'effort qu'il exerce sur mon doigt est de plus en plus faible. Et si au bout de 10 ans, je relâche le ressort, il ne va pas revenir parfaitement à sa position initiale. Il se sera tassé, entre guillemets. Ce fluage agit aussi sur le béton, surtout quand on compresse le béton avec des câbles pendant des décennies. Au moment où on tend les câbles, le béton se déforme rapidement, donc on compense cette déformation en tirant plus sur les torons avec des bons vérins des familles. C'est plusieurs dizaines de tonnes de traction. Puis au fil du temps, la déformation ralentit progressivement pour devenir extrêmement lente, mais existante. On comprend alors que cette déformation peut jouer sur la précontrainte. On estime qu'à cause du fluage, on perd environ 10% de la tension initiale dans les câbles au bout de 60 ans. Il reste donc 90% de la tension, ce qui est largement suffisant pour résister à une montée en pression du bâtiment. Mais ce qui est intéressant, c'est pas uniquement de connaître la tension des câbles, mais c'est aussi de voir comment le bâtiment va se déformer. Et ça, c'est un peu plus complexe, parce que la déformation n'est pas uniforme, bien entendu, et on peut avoir certaines zones qui sont plus à surveiller que d'autres. Si on veut savoir comment le béton d'une enceinte de réacteur va se comporter dans le futur, il faut absolument connaître ses propriétés en fonction de son taux d'humidité. Parce que là aussi, l'eau dans le béton joue en partie sur le fluage. Et c'est là qu'on en arrive à notre vieillissement accéléré. En construisant une maquette 3 fois plus petite, les murs sont moins épais. L'eau s'évaporera donc du béton 9 fois plus vite qu'une enceinte normale. Ce qui veut dire que sur Vercors, la vitesse du fluage est multipliée par 9 par rapport à un vrai bâtiment réacteur. Et ça, on a pu le vérifier avec des observations en comparant la déformation de la maquette par rapport à l'enceinte de confinement d'un réacteur de Nogent-sur-Seine. Globalement, la maquette vieillit 9 fois plus vite qu'une vraie enceinte de centrale nucléaire. En moins de 7 ans, le bâtiment aura subi l'équivalent de 60 ans pour une centrale classique. Et pendant tout ce temps, on va reproduire méthodiquement ce que subit une enceinte de centrale. L'intérieur, par exemple, est chauffé à la même température que dans un vrai bâtiment réacteur. Franchement, cette porte pour les toilettes, et forcément, dans un bâtiment réacteur qui abrite un circuit primaire à plus de 300 degrés, il fait super chaud. On est à l'intérieur du bâtiment réacteur, à l'intérieur de l'enceinte de confinement, et il fait relativement chaud, entre 35 et 40 degrés, pour reproduire la température d'un réacteur en fonctionnement. Donc quand vous allez dans une centrale nucléaire qui fonctionne, il fait à peu près 35-40 degrés à l'intérieur. Et cette température joue beaucoup sur le vieillissement du béton, donc on reproduit ces conditions à l'intérieur. On a mis des passerelles à intervalles réguliers pour pouvoir inspecter les parois de l'enceinte de confinement, pour vérifier par exemple s'il y a des fissures, pour mettre des capteurs, etc. C'est complètement vide. Et on pourrait se poser la question, pourquoi on n'a pas mis par exemple la piscine du réacteur, ou on n'a pas mis une cuve qui serait à l'échelle? Et bien tout simplement parce que dans une centrale nucléaire, tout ce qui est à l'intérieur de l'enceinte de confinement repose sur le radier au fond, au sol, et n'est absolument pas fixé sur l'enceinte de confinement. Mais en plus de reproduire les conditions d'humidité et de température à l'intérieur du bâtiment, pour faire comme les vrais réacteurs nucléaires, pour aller jusqu'au bout, on a aussi fait les tests de mise sous pression. Les centrales nucléaires françaises sont soumises à des visites décennales, donc tous les 10 ans. On fait beaucoup de tests et d'entretiens pendant cette phase. Pour ce qui est de l'enceinte de confinement, en plus de diverses vérifications, on lui fait passer une épreuve d'effort. On la gonfle pour simuler un accident. Oui, on fait monter la pression à l'intérieur du bâtiment à plus de 5 bars, au-dessus de ce que devrait subir le béton en cas de rupture totale de circuit primaire. Pendant ces tests, on vérifie le comportement du béton et de la précontrainte. Le but étant que le béton reste en compression à 5 bars pendant environ 24 heures. Et bien entendu, on vérifie aussi le niveau de fuite avec des capteurs. Pour que la maquette vieillisse de manière identique aux vraies enceintes, il faut qu'elle subisse les mêmes efforts. Et donc, il faut faire ces mises sous pression. Sauf qu'au lieu de les faire tous les 10 ans, on les fait tous les 12 mois. En plus de tout ça, on ne se contente pas de laisser le bâtiment vieillir en le regardant. On en profite aussi pour faire des mesures. Alors là, on a un petit dispositif assez intéressant. Ce fil, c'est tout simplement un pendule. L'extrémité du fil est fixée en haut de la première enceinte en béton précontraint. Et en bas, il y a un contrepoids qui le maintient. Le principe du pendule est assez simple. Le fil, lui, ne bouge pas, le bâtiment bouge. Donc si on mesure la position du fil par rapport au bâtiment, on arrive à mesurer l'inclinaison du bâtiment dans le temps. Soit on a une mesure visuelle avec ces réglettes, on va régler
les deux curseurs ici, ou alors sinon on a des boîtiers en dessous qui sont des boîtiers avec un laser à l'intérieur, qui font une mesure toutes les 30 minutes. On va avoir comme ça l'évolution de l'inclinaison du bâtiment dans le temps sur plusieurs années, ce qui va être très pratique pour les modèles mathématiques. Ici, on a un capteur fibre optique. Donc dans le tube, ici, on va avoir une fibre optique qui monte jusqu'en haut du bâtiment et qui sert à mesurer la variation de hauteur du bâtiment. Alors, ces capteurs sont des capteurs récents, c'est des technologies récentes. Et ici, on les teste pour vérifier s'ils sont fiables. Donc on a des capteurs à l'ancienne avec du fil invar, comme on a vu par exemple pour le pendule, permet aussi de mesurer la hauteur. Donc ça, c'est des capteurs qui sont utilisés depuis des années dans tous les bâtiments. Ils servent de référence. Et à côté de ça, on essaye de faire la même chose avec de la fibre optique pour voir si la fibre optique est efficace. Les capteurs sont quand même indispensables car les données sont numérisées pour suivre la déformation du bâtiment au cours du temps. Données extrêmement utiles pour les laboratoires spécialisés qui peuvent s'en servir pour calibrer des modèles numériques. Le problème, c'est qu'un bâtiment est une structure extrêmement complexe à simuler. Il faut donc des algorithmes pour généraliser le comportement des matériaux sur un modèle géométrique qui correspond aux dimensions d'une enceinte de confinement. Mais il reste une question. Comment savoir que les prédictions du modèle numérique correspondent au comportement réel d'un bâtiment dans le futur? Et bien entendu, c'est là que la maquette montre tout son intérêt avec son vieillissement accéléré. Verkor est bourré de capteurs. On a donc des mesures précises de l'évolution d'une vraie enceinte de confinement dans le temps. Quand une équipe scientifique crée un modèle pour simuler le comportement d'une enceinte, on compare les résultats de la simulation avec les mesures. Ainsi, on arrive à déterminer la précision du modèle et ses limites. Ensuite, on applique le modèle pour un vrai bâtiment réacteur, ce qui permet par exemple d'identifier les zones qui subissent plus de contraintes que d'autres. Par exemple, si le risque est l'apparition de fissures dans le béton, on va anticiper en renforçant ces zones avec de la résine armée. Mais pour comprendre le comportement du béton dans le détail, il ne faut pas se contenter de fabriquer des maquettes de 30 mètres de haut. Il faut aussi rentrer dans le détail. Avec les différents types de ciment, d'agrégats ou d'additifs, on continue d'inventer des nouvelles recettes pour faire du béton. Et le problème, c'est qu'on ne dispose pas de méthodes permettant de connaître à coup sûr certaines caractéristiques, comme le fluage, en fonction de la recette utilisée. Il faut donc tester chaque recette de béton. Et bon, on ne va pas construire une maquette d'enceinte de confinement à chaque fois, ça coûterait un petit peu cher. À côté de la maquette Verkor se trouve le laboratoire génie civil, où on fabrique des éprouvettes de béton pour leur faire subir tout un tas de tests. Le béton est réalisé en dosant très précisément chaque élément, puis on le coule dans plusieurs éprouvettes qui vont maturer 90 jours dans des conditions précises. On va ensuite leur faire subir une série de tests, comme par exemple une compression jusqu'à la rupture. Le béton de la maquette Verkor a une résistance d'environ 45 mégapascales, c'est-à-dire 2 fois plus que le béton classique. Et oui, j'ai pas pu m'empêcher d'embarquer un souvenir, j'ai demandé bien entendu, une tranche d'éprouvette de béton. J'en suis très content. Ceci est du béton de qualité suffisante pour une centrale nucléaire, ça ferait des jolis sous-bocs. Surtout que il y en avait plusieurs dans la poubelle, alors j'en ai pris quelques-uns. Absolument pas quoi en faire, mais bon, pas pu m'en empêcher, je vois un truc à récupérer, je le récupère quoi. On fait aussi un test de traction en fendant l'éprouvette en deux. Alors là, déjà, on attend 90 jours entre le moment où on a fait le béton et le moment où on l'explose en le compressant. Et ça, c'est la partie rapide. Ça devient beaucoup plus lent pour les autres tests. Ici, par exemple, on fait perdre de l'humidité aux échantillons en mode accéléré en les réchauffant dans des fours. Ce qui prend quand même des années. Dans le même ordre de temps, on a les tests de déformation de fluage. Dans cette pièce, les éprouvettes sont soumises à une force continue. Vu que le béton se tasse petit à petit, il faut maintenir une force constante dessus. Un automate va alors ajuster la force via le moteur, qui fait avancer un chariot à l'arrière de la machine, pour bouger un bras de levier qui appuiera plus ou moins sur l'échantillon. Les échantillons sont soumis à une force équivalente à celle que subit le béton dans un bâtiment. Ils sont enfermés dans un environnement contrôlé en température et humidité. Si on veut comprendre plus précisément les mécanismes de fluage dans le béton, il faut passer de l'éprouvette à l'échantillon de quelques nanomètres d'épaisseur dans un microscope. D'un point de vue microscopique, le béton est une structure assez complexe. Les granulats sont liés entre eux par le ciment qui agit comme une éponge. Au moment de sa mise en œuvre, la pâte de ciment va durcir en absorbant une grosse quantité d'eau. À mesure que la quantité d'eau diminue, la pâte de ciment réduit en volume et se concentre autour des granulats qui, eux, ne bougent pas. Donc les granulats, c'est le sable et le gravier qu'il y a dans le béton. Si on zoome vraiment sur la pâte de ciment, on finit par observer une sorte de gel appelé feuillet de silicate de calcium hydraté. Pour faire simple, ce sont des millefeuilles de couches faites de cristaux qui adhèrent les unes aux autres. Ces millefeuilles sont organisées en mousse, il y a des vides contenant de l'eau libre qui n'a pas été utilisée pour la création des feuillets. Une autre partie de l'eau intervient dans la résistance de la structure en liant chimiquement les feuillets. C'est-à-dire que l'eau sert en fait pour que les feuillets adhèrent entre eux, et au fur et à mesure que le béton sèche, l'eau va finir par migrer par capillarité vers l'extérieur, et on va avoir de l'eau qui va rester
collés au feuillet, et c'est le mouvement des feuillets entre eux qui fait la déformation de fluage du béton. Pour comprendre le comportement de cette microstructure, l'eau est un facteur déterminant. Pour ça, on est obligé d'utiliser du matériel de pointe, comme ce microscope électronique à environnement contrôlé. La chambre ici, dans laquelle on met l'échantillon, est capable de maintenir certaines propriétés chimiques pendant l'expérience. La R&D d'EDF Les Renardières dispose donc de moyens pour étudier le béton sous tous ses aspects. Du macroscopique, avec une maquette en conditions réelles, au microscopique dans le laboratoire de microscopie électronique. Regardez-moi la taille de ce microscope électronique à balayage. Je veux dire, ils sont capables de voir les atomes. C'est fou. Oui, bon, ok, j'y connais pas grand-chose en microscopie. Je peux pas tout connaître non plus. Et d'ailleurs, ici, on n'étudie pas que le béton, mais tout un tas d'autres matériaux. Voilà un bref aperçu de ce qu'on peut trouver dans une simple enceinte en béton. Et le travail ne se limite pas aux renardières, bien sûr. Par exemple, des équipes venant du monde entier visitent la maquette et sont intéressées par les résultats. Alors forcément, après tout ça, on peut se poser la question, combien de temps le béton est-il capable de tenir? Parce qu'après tout, ça fait partie des éléments qu'on ne peut pas remplacer sur une centrale nucléaire, comme la cuve. Mais comme un bâtiment, une enceinte de confinement n'a pas de date de péremption précise. Elle est valide quand elle garantit un certain niveau de sécurité, défini par un seuil de fuite à ne pas dépasser quand on met le bâtiment sous pression, pendant les épreuves décennales. On se contente pas simplement de calculs théoriques. Le vieillissement accéléré permet de connaître à l'avance comment va se comporter le béton, et à partir de ces données, on fait l'entretien nécessaire et l'enceinte peut maintenir son niveau de sécurité. Évidemment, plus on y met de moyens, plus on peut compenser certains défauts et donc rallonger la durée de vie de l'enceinte. La maquette Vercors et les laboratoires sont un aperçu de ces moyens mis en œuvre. On ne se contente pas de regarder vieillir les centrales, on étudie de près leur vieillissement et on anticipe. Les résultats serviront aussi dans la conception et la construction de futures centrales, et bien entendu à la compréhension plus globale du comportement du béton. En attendant, j'espère que cette petite visite vous a plu, et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleuses et bidouilleurs.